Le 3 juillet 2011, les caméras de surveillance du centre commercial de Natick, une ville située dans l'état du Massachusetts, capturent cette image sur laquelle on aperçoit une jeune femme devant un escalator, téléphone à l'oreille. Elle vient juste de terminer sa journée de travail dans la boutique de vêtements qu'il emploie pour la saison estivale. À 18 ans, elle a toute la vie devant elle, ainsi qu'un avenir des plus prometteurs. En effet, dans quelques semaines, elle fera son entrée dans l'université de ses rêves. Mais la réalité est malheureusement tout autre, car le destin qui l'attend est des plus terribles. Et cela pour une bonne raison. L'interlocuteur avec lequel elle discute au téléphone n'est autre que son assassin. Ces images d'elle, quittant le centre commercial de Natick, seront ses tout derniers instants de vie. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup. Merci à vous tous, c'est parti pour notre affaire. Lauren Astley, née à Boston en 1993. Elle est l'unique enfant de Mary et Malcolm Astley Dunn. De ce fait, son arrivée dans la vie de ses parents est vécue comme un véritable don du ciel. Bien qu'elle ne se déplaise pas à Boston, la petite famille n'y reste pas très longtemps après la naissance de Lauren. Préférant s'installer dans la jolie et paisible ville de Wayland, située à environ 30 km plus loin. C'est là que la fillette grandit et s'épanouit pleinement, couvée par des parents qui l'adorent. Même lorsque le couple de Mary et Malcolm commence à battre sérieusement de l'aile au point d'en arriver à devoir prendre la décision douloureuse de divorcer, Lauren ne manque aucunement de l'affection de son père et de sa mère. Peu importe les épreuves et les bouleversements qu'ils peuvent rencontrer, Mary et Malcolm font partie de ces gens qui placent leur enfant au centre de leur vie. En général, c'est vrai que ça aide pour ne pas avoir à se déplacer au poste et apprendre que son enfant a découpé des gens et qu'il les laisse pourrir dans un baril. Enfin, personne n'est parfait. Ainsi, Lauren ne manque de rien. Et bien qu'un divorce ne soit jamais une étape évidente dans la vie d'un enfant, elle se sent toujours extrêmement choyée et protégée. La petite fille devient donc au fil des années une personne solaire, joyeuse et pleine d'énergie qui se fait beaucoup d'amis. C'est aussi quelqu'un de passionné, qui se donne corps et âme dans tout ce qu'elle entreprend. D'ailleurs, ses proches reconnaissent bien volontiers qu'elle est incapable de tenir en place. C'est tout d'abord une musicienne hors pair, qui se produit régulièrement avec un orchestre de sa ville. Mais c'est le chant que Lauren aime par-dessus tout. Un art qu'elle pratique en tant que membre d'un groupe d'a cappella, ainsi qu'avec la chorale de son église. Artiste dans l'âme, Lauren démontre aussi à ce très jeune âge un esprit d'abnégation et un intérêt sincère pour les autres, qui surprend ses parents d'ailleurs. Lorsque l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans en septembre 2005, elle fait part à ses parents de son souhait de se rendre sur place, afin de porter secours aux sinistrés. Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, elle effectue ainsi 3 voyages avec ses parents pour aider les nombreuses victimes de ce cataclysme. Malheureusement, ce souci des autres qui définit si bien Lauren aura de terribles conséquences quelques années plus tard. Adolescente, Lauren fréquente ce qui correspond à notre lycée en France, la Wayland High School. Fidèle à elle-même, elle participe à bon nombre d'activités proposées par son école et devient même la chanteuse principale du groupe d'a cappella. Cet investissement l'amène à côtoyer certains joueurs du club de football américain, et notamment le quarterback de l'équipe. Vous avez sûrement déjà vu ces scènes de téléfilms se passant dans un lycée américain. Si c'est le cas, vous n'avez certainement pas pu passer à côté du très célèbre quarterback, ce joueur adulé, presque divinisé, qui occupe la position la plus importante sur le terrain en menant l'offensive du jeu. Les quarterbacks sont de véritables stars dans leur lycée. Et si on les dépeint en Europe comme des garçons qui ont toutes les filles à leurs pieds, sachez que ce n'est pas toujours très loin de la vérité. La Wayland High School a elle aussi son quarterback populaire et séduisant. Et il s'appelle Nathaniel Fujita. Nathaniel, que tous ses amis appellent Nate, a le même âge que Lauren lorsqu'ils se rencontrent. C'est d'ailleurs son camarade de classe. La star montante de l'équipe et la petite brune pétillante tombent sous le charme l'un de l'autre dès le début du lycée. Il faut dire que ces deux-là semblent faits l'un pour l'autre. Si Lauren est appréciée par tous ceux qu'elle rencontre, Nate est lui aussi un garçon au sujet duquel ses amis et ses entraîneurs ne tarissent pas d'éloges. On le dépeint comme étant quelqu'un de drôle, gentil et de sérieux. En tant que fils aîné, il fait la fierté de ses parents, mais surtout de son père Tomo Fujita, un guitariste réputé qui exerce aussi en tant que professeur au Berklee College of Music,
à Boston. La famille de Nate accueille la nouvelle de sa relation naissante avec Lauren d'un très bon œil. Tant qu'il reste concentré sur ses études et sa carrière sportive, ils ne sont pas du tout contre le fait qu'il fréquente Lauren. Au contraire, la jeune fille devient un membre de la famille Fujita à part entière. Et ses parents ainsi que ceux de Nate tissent d'étroits liens d'amitié. D'un regard extérieur, les deux lycéens forment pour ainsi dire un couple parfait. Mais si vous regardez cette chaîne, vous êtes bien placé pour savoir qu'il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives, surtout en ce qui concerne le couple ou la vie de famille. On a développé une vraie paranoïa collective avec toutes ces vidéos. Mais en même temps, combien de couples semblaient idylliques au premier abord, avant que l'on ne découvre de sombres secrets cachés aux yeux des proches, ou que l'histoire d'amour se termine de façon tragique du jour au lendemain. Dans le cas de Nate et de Lauren, toutefois, c'est différent. Les deux adolescents ont des vies de famille stables, font leur maximum pour avoir un bon dossier scolaire, sont appréciés par leurs amis et leurs professeurs. Nate est certes légèrement possessif avec Lauren, mais aux yeux de tous, ce n'est rien d'autre qu'un comportement d'adolescent. Pourtant, après 2 ans d'un bonheur sans l'ombre d'un nuage, leur lien commence peu à peu à s'effriter. Et les disputes deviennent chroniques, ouvrant alors un chapitre de leur vie bien plus sombre. Les deux meilleures amies de Lauren, Anna et Chloé, sont bien placées pour savoir que la situation se dégrade entre les deux amoureux. Qu'on soit bien clair, jamais Lauren ne s'est plainte auprès d'elle de comportements violents de la part de Nate. Il semblerait plutôt que le quarterback du lycée soit parfois un peu immature. Alors que la lycéenne aimerait voyager et sortir avec ses amis, le garçon préfère par exemple qu'il reste juste à traîner chez lui, sans rien faire. En outre, il y a des jours où il se montre particulièrement attentionné envers Lauren, et d'autres où, bien qu'il soit en train de profiter d'un moment en amoureux, Nate passe tout son temps le nez sur son téléphone, comme si elle n'était pas là. Lorsqu'elle raconte ses soirées passées avec son petit copain à ses amis, Lauren est soit aux anges, soit complètement déçue d'avoir passé toute la soirée à s'ennuyer. Le couple vedette du lycée rompt, mais finit toujours par se retrouver, et ce, un nombre incalculable de fois. Et ils ne sont pas les seuls, j'ai la même relation toxique avec le PSG. Dans leur cas, la situation finit vraiment par épuiser Lauren ainsi que ses amis, Anna et Chloé, qui s'inquiètent pour son bien-être affectif. Lorsque Lauren évoque la possibilité de mettre fin à son couple, elles en discutent toutes les trois sur un fil de discussion sur Facebook. Dans celui-ci, Anna et Chloé listent toutes les raisons pour lesquelles Lauren devrait rompre avec son petit ami. Bon, je vous épargne la liste. Elle est fournie. Et s'il en fallait une preuve, il est à présent indéniable que, malgré sa popularité, les amis de Lauren n'apprécient pas franchement Nate Fujita. Malgré tout, Lauren tient tellement à son premier amour qu'elle ne cesse de lui redonner une nouvelle chance après chaque rupture. Jusqu'au 1er avril 2011. Ce 1er avril est une journée spéciale pour la lycéenne, puisqu'elle fête alors ses 18 ans. En plus des activités prévues avec ses amis, elle a pensé à réserver un moment rien que pour elle et Nate. Ils doivent partager un petit dîner romantique ensemble le soir venu. De quoi clôturer cette merveilleuse journée de la meilleure des façons. Pour Lauren, c'est surtout une énième façon de renforcer son couple, alors qu'il est si instable depuis quelque temps. Elle sait qu'il est primordial qu'ils se réservent du temps juste à deux, sans leurs amis. Mais tous ses espoirs s'effondrent lorsqu'elle comprend que Nate arrive à l'heure du rendez-vous, ivre-mort. Comme si ce n'était pas suffisant, il est entouré de toute sa bande d'amis, qui n'ont pas l'air de prendre plus conscience que lui qu'ils viennent de gâcher l'anniversaire de Lauren. Pour la jeune fille, c'est la goutte de trop. Ce soir-là, elle se confie à sa mère en pleurant. Cette fois-ci, j'en ai fini avec lui. Lauren vient de prendre conscience que la rupture définitive est inévitable. Car Nathaniel restera toujours le même et ne cessera de la blesser. Soutenue par ses amis proches, dont font évidemment partie Anna et Chloé, elle prend la résolution de ne plus se remettre avec Nate, quoi qu'il se passe. Résolution extrêmement difficile à tenir lorsqu'il s'agit de son premier amour. Seulement, elle résiste à retomber dans ses bras et commence alors à se concentrer sur son avenir à elle seule. Elle vient en effet d'apprendre qu'elle a été admise à l'université d'Elon en Caroline du Nord et qu'elle y fera donc sa rentrée au mois de septembre. Finalement, plus les semaines passent, plus Lauren se sent soulagée d'avoir pris cette décision. Au lieu d'aller de plus en plus mal, comme elle le pensait au départ,
Elle se sent en fait bien mieux maintenant qu'emprisonnée dans la relation toxique qu'elle entretenait avec son ex-petite amie. Mais l'ambiance est loin d'être la même chez les Fujita. Le quarterback n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, il a obtenu une bourse pour aller jouer au football dans une très bonne université, ce dont il a toujours rêvé. Seulement, depuis que Lauren a décidé de tirer définitivement un trait sur leur couple, Nate ne parvient pas à remonter la pente. Malheureux, il devient impassible et renfermé, même lorsque ses amis évoquent avec lui l'avenir exceptionnel qui l'attend. Et exceptionnel, c'est le terme. Être quarterback dans une université américaine, c'est intégrer l'antichambre de la NFL, la ligue majeure américaine et, potentiellement, décrocher des contrats à plusieurs millions de dollars. Mais désemparé de constater que Lauren tient cette fois-ci sa résolution, il lui envoie une lettre dans laquelle il écrit « Je suis persuadé qu'une partie de toi m'aime encore. Il faut juste que tu me laisses la trouver. » Sauf que Lauren souhaite qu'ils continuent à être amis, et uniquement ça. Elle reste ferme quant à sa décision. Une situation que le jeune homme n'a toujours pas digérée 3 mois plus tard. Cloîtré chez lui et en proie à une profonde dépression, la star du football du lycée s'isole complètement de ses amis. Il y a cependant une personne en particulier qui refuse de le laisser complètement tomber. C'est Lauren, son ex-petite amie. Elle tente malgré tout de faire preuve de gentillesse envers Nate. Un comportement admirable qui, après la fin de l'année scolaire, va pourtant enclencher une spirale infernale. Pour beaucoup d'étudiants, l'heure est enfin venue de faire leurs adieux à la Wayland High School. Nombre d'élèves s'apprêtent à entamer un nouveau chapitre de leur vie et souhaitent célébrer l'événement. Et c'est justement le cas de Lauren, Anna et Chloé qui décident de fêter comme il se doit l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Les filles préparent la fête ensemble et voient les choses en grand. Plus de 150 invités, une tente immense en extérieur, et de quoi contenter tout le monde entre musique, nourriture et boissons en tout genre. Et même si leur relation est compliquée, Lauren a tenu à inviter Nate. Sauf que l'amoureux et conduit ne se présente pas dans l'intention de s'amuser. Pour lui, le spectacle est insupportable. Lauren danse, fait la fête, et rit avec ses amis comme si de rien n'était, alors qu'il vient de passer 3 mois à se morfondre et à ruminer son chagrin. Sous l'emprise de l'alcool, le jeune homme tente plusieurs fois d'approcher son ex-petite amie afin d'avoir une discussion avec elle. Or, ce n'est clairement pas le moment, ni le lieu de parler une énième fois de cette rupture. Car c'est bien pour cela que le sportif cherche à lui parler. Alors que de son côté, Lauren souhaiterait simplement passer un peu de bon temps et profiter du moment avec les autres. Il insiste tant et fait preuve de tellement d'agressivité que l'étudiante finit par aller se confier à sa mère. Bouleversée, mais aussi en colère à cause de l'attitude de son ex-petite amie qui est une nouvelle fois en train de tout gâcher, elle fond en larmes. Elle dit à sa mère « Il ne me laissera pas tranquille. Il me harcèle. Il ne veut pas que je danse avec qui que ce soit. » Nate étant particulièrement désagréable et violent, il est gentiment raccompagné vers la sortie. 1 mois plus tard, quasiment jour pour jour, Lauren démarre sa journée de travail dans la boutique de vêtements nommée 344, à Natick, où elle travaille pendant l'été. Malgré tout ce qu'il s'est passé entre elle et Nate, malgré la façon dont ce dernier s'est comporté lors de la fête d'obtention des diplômes, elle continue de se soucier sincèrement de lui et de chercher un moyen de l'aider à aller de l'avant. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas. L'état mental du quarterback qui passe ses journées à boire et à fumer de l'herbe, l'air profondément malheureux, inquiète aussi énormément sa propre mère, Beth, qui l'a emmené consulter un psychiatre sans succès. Elle se déplace alors en personne à la boutique 344 afin de faire part à Lauren de son désarroi. Beth se dit sans doute que si quelqu'un a le pouvoir d'aider son fils, c'est bien celle qui est la cause de son chagrin. Lauren, la mère de Nate, demande donc à Lauren si elle ne pourrait pas rendre visite à son fils après sa journée de travail. Elle ne sait plus quoi faire pour l'aider. Alors peut-être que la solution serait que les 2 anciens amoureux aient une nouvelle conversation à cœur ouvert. En tout cas, elle a le sentiment que Lauren doit aller lui parler et la supplie de bien vouloir faire cela pour lui. La jeune étudiante a le cœur brisé en entendant le discours de Beth. Elle savait bien que Nate allait mal, mais la situation semble aller de pire en pire. Dans l'espoir de pouvoir le convaincre d'une quelconque façon, de se reprendre en main, elle accepte. Elle a déjà quelque chose de prévu avec ses amis pour la soirée, mais rien ne l'empêche de faire un saut rapide chez les Fujita, avant de retrouver Anna et Chloé. Comme elle estime que cela ne sera pas très long, Lauren ne prend pas la peine d'en informer les filles.
En revanche, elle appelle Nate à 18h45, juste après avoir quitté son travail, certainement pour lui demander s'il est d'accord pour qu'elle passe le voir quelques minutes. C'est cet appel que les caméras de vidéosurveillance immortalisent. Personne n'est en mesure de savoir ce que Nate et Lauren se disent au téléphone à ce moment précis. Mais au vu de l'attitude plutôt tranquille de Lauren, on peut parier sur le fait que leur échange n'a rien d'anormal. 10 minutes plus tard, Lauren se gare devant le domicile des Fujita et envoie un texto à son ex-petite amie pour lui signaler qu'elle est arrivée. Sans le savoir, Lauren vient d'envoyer son tout dernier message. Car après ce texto, l'étudiante disparaît des radars. Il est 20h. Anna et Chloé s'inquiètent de l'absence de leur amie. Lauren aurait déjà dû les rejoindre, mais cela fait plus d'1 heure qu'elle a quitté son travail et il n'y a toujours aucune trace d'elle à l'horizon. Les filles savent pourtant qu'elle n'a pas pour habitude de leur faire faux bond sans prévenir. Le père de Lauren, Malcolm, commence aussi à trouver le temps étrangement long. Il s'était en effet entendu avec sa fille pour qu'elle vienne passer la nuit chez lui, après sa soirée. Les heures défilent inexorablement, accentuant le sentiment de malaise chez les proches de Lauren, qui finissent par se contacter mutuellement pour chercher à avoir de ses nouvelles. Lorsque les amis de Lauren font savoir à Malcolm qu'elle ne s'est pas présentée de la soirée, ce dernier comprend aussitôt qu'il se passe quelque chose d'anormal. Malcolm contacte la police de Wayland le soir même, terriblement angoissé par la situation. Les forces de l'ordre prennent les choses très au sérieux et se mettent immédiatement à la recherche de l'adolescente. L'espoir de retrouver Lauren saine et sauve, grâce à la réactivité des autorités, pousse ses proches à se mobiliser, en très grand nombre, afin de leur prêter main forte. Et alors qu'ils sillonnent la ville à la recherche de la moindre trace de la jeune fille, quelques camarades de classe tombent sur sa Jeep, abandonnée sur une plage. La police, mais aussi les parents de Lauren sont aussitôt informés de cette découverte capitale et se précipitent sur cette fameuse plage. Mais les appels frénétiques des uns et des autres ne donnent rien. Et les faisceaux des lampes torches ne font que balayer des landes de sable désert. Lauren n'est pas ici. D'ailleurs, sa mère ne comprend pas pourquoi elle se serait rendue à cet endroit alors qu'elle n'était jamais venue avant. Et lorsque sa voiture est fouillée, l'angoisse grimpe d'un cran à nouveau. On découvre en effet que son sac à main ainsi que son ordinateur portable, encore allumé, sont posés sur le siège passager. Cette scène laisse une très mauvaise impression aux enquêteurs présents sur place. Comme si Lauren n'avait pas eu le temps de prendre ses effets personnels et qu'elle avait dû fuir quelque chose, ou plutôt quelqu'un. En tout cas, cela ne fait que confirmer que cette disparition est effectivement très inquiétante. Tandis que les policiers continuent de ratisser les alentours, certains des amis de Lauren décident de passer la nuit sur la plage, espérant qu'elle réapparaisse ou qu'un autre indice soit découvert. Cette nuit qui passe sans la moindre nouvelle est terrible pour tous les proches de la jeune étudiante. Mais elle n'est rien en comparaison de la découverte qui sera faite à l'aube, 12 heures après la disparition de Lauren. Aux premières lueurs du jour, à quelques kilomètres de là, un cycliste enfourche son vélo pour s'offrir une petite balade matinale sur les chemins boisés. Mais la sortie tourne à la découverte macabre lorsqu'il passe le long d'un marais et aperçoit des genoux dépassés de l'eau stagnante. Dépêchés sur les lieux, les forces de l'ordre découvrent le cadavre d'une jeune fille, presque entièrement immergée. Elle a la gorge tranchée et un tendeur élastique est emmêlé dans ses cheveux. À cette heure-ci, la nouvelle de la disparition de Lauren Astley a déjà fait le tour de la ville. Et malheureusement, les policiers qui font face à ce triste spectacle n'ont que peu de doutes quant à l'identité de la jeune fille décédée. Un pressentiment confirmé par un retour d'analyse ADN du laboratoire. C'est bien Lauren Astley, 18 ans, dont le corps a été jeté dans ce marais après qu'on l'a sauvagement assassinée. Selon le médecin légiste, qui a eu la tâche de déterminer la cause du décès, Lauren a été étranglée à mort, après quoi son assaillant l'a poignardée puis égorgée. Une fin horriblement tragique, et qui dénote un rare niveau de violence, même pour le médecin légiste qui, pourtant, en a vu d'autres. Pour la famille et les amis de Lauren, qui conservaient encore l'espoir de la retrouver en vie, l'annonce de son meurtre s'apparente à un tremblement de terre. Les enquêteurs, de leur côté, n'ont pas attendu la découverte du corps pour mener les premières investigations. Ils sont allés frapper à 3 reprises à la porte des Fujita, la nuit même où Lauren était encore portée disparue, afin d'interroger Nate et Bess, sa mère. Ils voulaient savoir s'ils avaient quelques informations pouvant les aider dans leurs recherches. À chaque fois, Nate et sa mère racontent essentiellement la même histoire.
Bess indique que son mari et elle étaient absents, tandis que Nathaniel était seul chez lui. Lorraine est passée dans la soirée pour discuter un instant avec lui, mais la conversation n'a duré qu'une poignée de minutes. Et elle n'est d'ailleurs même pas descendue de son véhicule. Le récit semble crédible. Rien ne pousse les policiers à enquêter plus en profondeur du côté de l'ex-petite amie. Enfin, pour l'instant. Car les frasques de Nate lors de la soirée de remise des diplômes ne tardent pas à refaire surface. La rupture était loin d'être acceptée par le jeune homme, qui s'était même montré violent, une vérité dont témoignent tous les amis de Lorraine. Cependant, ils ont du mal à croire qu'il puisse être le meurtrier. Alors que s'ils regardaient quelques vidéos sur les affaires criminelles, ils penseraient comme nous, coupable et en lettres capitales. Selon eux, Nate aimait Lorraine. D'une façon certes un peu obsessionnelle, mais jamais il n'aurait pu s'en prendre à elle. Les enquêteurs qui recueillent ces témoignages n'en touchent pas un mot, mais voient tout de même se dessiner l'ombre d'un mobile. Ils se demandent si l'ex-petite amie ne pourrait pas avoir un lien avec son meurtre, et souhaitent donc de nouveau l'entendre pour savoir plus précisément de quoi Lorraine et lui ont discuté le soir du 3 juillet. Mais surprise, lorsque Tomo Fujita, le père de Nate, ouvre la porte, il leur apprend que son fils est introuvable. Cette disparition soudaine, qui ressemble fortement à un aveu de culpabilité aux yeux des enquêteurs, leur permet d'obtenir un mandat de perquisition afin de fouiller le domicile des Fujita. L'inspecteur de police présent ce jour-là décide de commencer par le garage de la maison, car il a remarqué la présence d'une tache étrange sur le sol. Un échantillon de cette tache est immédiatement envoyé au laboratoire qui confirme qu'il s'agit de sang humain. Dès lors, c'est un véritable bataillon de police scientifique qui prend ses quartiers dans le garage des Fujita, où l'on découvre bientôt d'autres preuves de plus en plus compromettantes, dont plusieurs autres traces de sang sur des poignées de porte, l'évier de la salle de bain et celui de la cuisine, mais aussi les mêmes tendeurs élastiques que celui retrouvé emmêlé dans les cheveux de Lorraine. Cependant, c'est certainement dans la chambre même de Nate que se trouve l'élément le plus accablant. Caché dans le vide sanitaire du plafond, les enquêteurs mettent la main sur un sac de sport noir, dans lequel se trouve une paire de baskets couvertes de sang, ainsi que des vêtements dans le même état et complètement trempés. Le laboratoire confirme que le sang retrouvé dans la maison des Fujita, ainsi que sur les chaussures et les vêtements de Nate, est bien celui de Lorraine Astley. Nathaniel Fujita devient dès lors le suspect numéro 1 dans le meurtre de son ex-petite amie. Après plusieurs heures de recherche, les policiers localisent leur suspect dans une ville voisine, où il se terrait chez un cousin. Ils lui passent les menottes le 5 juillet au matin, à peine 2 jours après la disparition de Lorraine, et l'inculpent de meurtre avec préméditation. Dans le cadre de leur enquête avant le procès, les policiers parviennent à reconstituer la chronologie du crime en rassemblant toutes les preuves nécessaires. Ils réussissent ainsi à déterminer avec certitude que Lorraine est bien descendue de son véhicule pour entrer dans la maison des Fujita le soir de son meurtre. Les parents de Nate n'étant pas présents, celui-ci a alors déchaîné toute la violence qu'il contenait depuis des mois envers Lorraine. On ne saura certainement jamais ce qu'ils se sont dit ou ce qu'il s'est précisément passé, avant que Nate s'en prenne sauvagement à son ex-petite amie. Mais les enquêteurs savent avec certitude qu'il a utilisé un tendeur pour étrangler Lorraine à mort, avant de lui trancher la gorge avec un couteau de cuisine. Après le crime, Nathaniel a conduit la Jeep rouge de Lorraine jusqu'à la plage de Town Beach. Puis, après avoir abandonné le véhicule sur la plage, pour brouiller les pistes, il a jeté les clés dans une bouche d'égout. Enfin, il est rentré chez lui, en courant, sur une distance d'environ 10 km. Un trajet tout à fait faisable pour un sportif tel que lui. Les 10 km de course à pied m'auraient découragé à commettre le crime. De retour chez lui, en pleine nuit, Nate charge le corps sans vie de Lorraine dans sa propre voiture et reprend la route sur 8 km. Il s'arrête devant le marais isolé de Water Row, près de la ville de Natick, là où il est certain que personne ne pourra le surprendre pendant qu'il traîne le cadavre de sa victime vers l'étendue d'eau saumâtre. La star du foot du lycée de Wayland s'enfonce alors d'une trentaine de mètres dans l'eau et y plonge le corps de Lorraine en tentant de la recouvrir de feuillage pour la dissimuler au maximum. Une stratégie qui, heureusement, ne fonctionnera pas le moins du monde. Nate est ensuite vu par un témoin, roulant à vive allure sur King Street, une rue de la ville de Wayland, torse nu et avec la musique à fond comme pour étouffer ses pensées et oublier l'acte odieux qu'il vient juste de commettre. Il ne lui reste plus qu'à nettoyer le garage du mieux possible
et a caché les preuves de sa culpabilité dans le vide sanitaire de sa chambre. Mais malgré tous ses efforts, le sang de Lorraine imprégnant ses vêtements clamera justice à sa place 2 jours plus tard. Comme bien souvent dans ce genre de crime, il s'agit à présent de déterminer si le meurtre était prémédité ou non. Ce qui orientera significativement le nombre d'années de détention dont Nate pourrait écoper. Le 11 février 2013, date du premier jour du procès de Nathaniel Fujita. L'avocat de la défense tente ainsi de plaider la démence, invoquant le fait que son client ait pu subir des traumatismes crâniens à cause du sport de haut niveau qu'il pratique. Cela peut paraître tiré par les cheveux si vous ne connaissez pas le football américain, mais il est courant que les athlètes pratiquant ce sport soient touchés par des commotions cérébrales. Et bien sûr, des lésions au cerveau ne sont pas anodines. L'avocat met aussi en avant le fait que le psychiatre qui avait reçu Nate en consultation quelques mois avant le meurtre avait diagnostiqué un cas de dépression chez lui. Pour finir, parce que ces 2 éléments paraissent assez légers quand même pour expliquer un acte d'une telle gravité, il rappelle l'existence d'antécédents de maladies mentales dans la famille Fujita. Bon, disons-le, l'avocat envoie tout ce qu'il trouve pour essayer de faire sauter l'élément de préméditation du meurtre. Et ces différents aspects pourraient bien jouer en faveur de Nate Fujita, si le jury admet qu'il se trouvait dans un état de démence au moment du crime. Sauf qu'à l'inverse, plusieurs points suggèrent clairement que le meurtre a été exécuté de sang-froid, comme le fait que Nate a pris le temps de cacher les preuves de son crime et de nettoyer le garage. Aussi, il ne présente pas le moindre symptôme de psychose. Il a simplement nourri sa frustration et sa haine envers Lorraine pendant des mois, jusqu'au point de rupture, survenu le 3 juillet, lorsqu'ils se sont retrouvés seuls chez lui. Plus vulgairement, il ne s'agit ni plus ni moins d'un fameux « si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». Naturellement, au regard des preuves fournies, Nathaniel Fujita est reconnu pénalement responsable de ses actes. Il est aussi jugé coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses parents continuent toutefois de penser que c'est une maladie mentale ou un bref épisode psychotique qui l'a conduit à ce drame. Voici pour cette histoire d'amour qui finit en horreur absolue. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez lycée en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.